Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un homme, d'un livre, d'un moment. Ce livre, c'est Le fermier et l'accoucheur de Michel Audin. Un livre que j'ai lu il y a assez longtemps, puis que j'avais relu encore au début de ce podcast avec l'envie même d'en faire un épisode, mais je ne l'ai jamais fait. Et puis la semaine dernière, Michel Audin nous a quittés. C'est un homme qui a bouleversé finalement notre perception de voir l'obstétrique, qui a remis du sens à en perdre finalement aussi sa place d'obstétricien dans les hôpitaux, puis à se mettre à accompagner des naissances comme une doula, comme une sage-femme. Cet homme extraordinaire, j'ai eu la chance de le rencontrer pendant une formation dans le nord de la France. Je me rappelle qu'à l'époque, il nous avait dit qu'il avait 88 ans et demi. Il disait qu'à son âge, les demi comptaient autant que chez les petits-enfants. Il m'a énormément touchée pendant cette formation. Il a mis beaucoup de choses et de sens dans la sage-femme aussi que je suis devenue aujourd'hui. Et avec ce livre, je peux vous dire que ça a éveillé en moi beaucoup de choses. Et là, en le relisant, en repréparant cet épisode, je me suis rendu compte que c'était dans ce livre que j'avais lu la première fois le nom de sage-femme authentique. Et je suis persuadée en fait qu'il s'était ancré d'une certaine manière en moi. Et puis que quand j'ai choisi de réfléchir à quel type de sage-femme est-ce que j'étais juste sage-femme, sage-femme authentique est apparue. Merci Michel Audin. Bienvenue sur Sage-femme authentique, le podcast qui ouvre les portes de la connaissance et de l'empowerment en matière de naissance. Ensemble, nous allons explorer les vérités de l'enfantement, briser les mythes et les peurs sociétales et célébrer la physiologie innée des femmes et des bébés dans leur voyage vers la naissance. Au cœur de chaque épisode, je vous emmène à la découverte des pratiques authentiques des sages-femmes, loin des murs hospitaliers, que ce soit à domicile ou en maison de naissance. Je suis Mélissa Chambard, sage-femme et maman de 5 enfants, et ici je vous partage mon expérience, mes conseils pratiques, mes découvertes, ainsi que des histoires inspirantes de parents, de sages-femmes et de professionnels de la périnatalité. Ceci pour que vous soyez pleinement acteur de la naissance de votre bébé, peu importe le lieu où vous avez choisi de l'accueillir, dans l'authenticité, la bienveillance, la force et la puissance. Allez, vas-y. Alors aujourd'hui, j'ai envie de relire avec vous, de faire des ponts entre ces idées et les naissances que j'accompagne aujourd'hui parce que, en fait, tout ce qu'il a écrit, on le vit encore. C'est un épisode un peu hommage, c'est surtout un appel à retrouver ce qu'on a perdu. L'amour, la confiance, la nature et la puissance d'accoucher vraiment. Alors j'ai envie de vous emmener avec moi. Parce que franchement, c'est pas une lecture comme les autres. Quand on lit Michel Audin, on se rend compte quand même qu'il a quand même cette perception de notre société dans sa globalité. Je veux dire qu'à son grand âge, il avait quand même la capacité de nous parler justement de ces changements qu'il a vu s'opérer, notamment au niveau agriculture, puisque dans ce livre qui s'appelle donc Le fermier et l'accoucheur, il fait le parallèle entre l'industrialisation de l'agriculture et l'industrialisation des naissances. Mais il dit qu'il y a eu une prise de conscience finalement par rapport à ce pourquoi on a abusé, exagéré au niveau agriculture. Malheureusement, ça n'a pas apporté un changement flagrant et faramineux, mais quand même des manières de faire différentes et qui ne sont pas vues comme quelque chose de sorcier ou de pas normal ou de tellement mis de côté comme on peut l'être encore dans nos pratiques extra-hospitalières d'accompagnement des naissances. Et donc il explique par exemple que lui il a connu en fait les champs sans les pesticides, sans les insecticides, etc. Et il parle dans son livre de tout ce que ça impliquait, que ce soit dans le microbiote même de la terre, que ce soit dans les pollinisateurs qui sont tellement essentiels pour nous, pour nos générations futures, pour avoir dans nos assiettes des fruits et des légumes en quantité et de manière qualitative. Donc il dénonce tout ça, il explique finalement ce qui nous a amené peut-être à de la prise de conscience. Malheureusement, on le voit avec les décisions politiques en France qui acceptent finalement des pesticides qu'on sait cancérigènes, qu'on sait néfastes, etc. À quel point notre société, elle est tellement tournée vers le profit qu'elle en oublie
l'humain qu'il y a derrière. Et puis elle oublie surtout que en détruisant notre planète, en voulant faire toujours ce profit, etc., eh bien, on est en train de se détruire nous-mêmes. Alors, il parle dans son livre justement du sens de remettre de la biodynamie, comme on le préconise aussi dans l'agriculture. On a la chance d'avoir dans notre famille des gens qui tiennent une ferme biodynamique dans le Lot. Et on voit effectivement à quel point il y a de la sagesse dans la réflexion de savoir faire tout le cycle de ce qu'on produit et de la manière dont on gère l'entièreté du processus dans le respect de la terre, dans le respect des animaux, que ce soit, effectivement, dans l'agriculture même, dans la fabrication de produits à partir des produits de la terre ou de l'élevage, etc. Et ça a tellement, tellement, tellement de sens. Alors dans ce livre, je trouve que ce parallèle, il est vraiment très très percutant entre l'agriculture industrialisée et la naissance médicalisée. Ce qu'il décrit, c'est ce qu'on voit encore aujourd'hui, chaque semaine dans les salles de naissance. Il y a quelques jours, j'ai accompagné encore une naissance à l'hôpital et j'ai l'impression d'être dans une salle d'accouchement comme on entre dans une usine. Les lumières, les bips du monitoring en fond sonore, l'odeur un peu particulière des hôpitaux, des produits qui sont utilisés, des gants, etc. Il y a une tension un peu, un point invisible. Je vois cette maman qui, à la bulle, était connectée à ses ressentis, se laisser aller au son, dans ses mouvements, etc. Et puis on a été à l'hôpital parce qu'elle avait besoin d'une péridurale et c'est son droit et c'est son choix et c'est ok en fait. Parce qu'on en a longuement parlé après, une fois qu'elle a eu la péridurale. Mais c'est pas parce qu'on a accès à la péridurale que ça veut dire qu'on doit rentrer, appuyer sur un bouton qui veut dire voilà, à partir de maintenant, je vous laisse faire tout ce que vous voulez et puis vous faites ce que vous voulez de mon corps. Voilà, c'est vous qui avez les commandes. Pas du tout. Mais la tension, elle est là. Et on voit je vois en fait que dans son regard, elle est attirée par justement qu'est-ce qui se passe sur le monitoring. Alors en plus, l'écran qui surveille tous les monitos est juste en face d'elle. Donc en fait, elle est assise sur son lit et elle a vue sur le monitoring. À côté d'elle, il y a le monitoring qui fait du bruit. Sur l'autre côté, au-dessus de la porte, il y a l'horloge. Rien qui n'aide à la déconnexion du cerveau. Absolument rien. Elle est là, elle est en train d'enfanter, elle transpire, elle gémit. Elle est dans sa puissance brute, d'accord ? On va poser la péri, c'est vrai, parce qu'elle en a besoin, mais elle est encore là et elle est encore en train d'enfanter. Et même une fois qu'elle a la péri, elle ressent encore des choses qui se passent dans son corps et elle reste connectée à son bébé. Mais elle déconnecte en partie parce qu'elle se connecte à ce côté vraiment avec les bips, avec le contrôle, avec ce regard finalement sur elle. Tout le monde semble beaucoup plus préoccupé par les machines, par les résultats qu'ils vont donner, que par ce qui se passe réellement. Michel Audin, il parle de naissance médicalement contrôlée, de ce besoin d'anticiper la catastrophe avant même qu'elle n'arrive. C'est exactement ce que j'ai vu. C'est une sage-femme qui vient et qui dit qu'elle va installer l'ocytocine au cas où, qu'elle prépare la perfusion, mais juste au cas où. Un médecin aussi qui vient puis qui dit votre frottis il est un petit peu trop vieux, donc ça serait bien qu'on fasse des antibiotiques, au cas où. Et en fait, on leur dit même pas qu'ils ont le choix. Donc là, la première fois qu'il y a eu question de ces antibiotiques, la sage-femme qui vient, qui dit je suis désolée, mais comme votre frottis il est vieux, en fait, je suis obligée de vous mettre des antibiotiques. Et je lui dis mais pourquoi ? Bon, je suis là, je suis présente, donc j'en discute, et puis je dis son frottis il était négatif, et puis normalement un frottis qu'on connaît pas, on dit un frottis inconnu ou un GBS inconnu, on doit le considérer comme négatif. Et elle dit ah non, chez nous c'est d'office positif, donc on met d'office des antibiotiques. Mais encore une fois, est-ce que vous leur avez demandé ce qu'ils voulaient ? Alors, ces parents-là, ils sont dans un métier qui est quand même médical, et donc ils décident, en fait, et ils disent, mais non, mais nous, s'il n'y a pas d'infection, on ne traite pas, donc non, il n'y a pas de raison, on ne veut pas d'antibiotiques. La sage-femme qui dit, alors je vais devoir voir avec le gynécologue et avec le pédiatre. Oui, on peut aller voir, mais en même temps, c'est à eux que revient la décision. Donc, mais c'est vraiment ça. C'est cette petite pression, cette manière d'instiller des choses. Donc cette sage-femme qui installe l'ocytocine au cas où, le médecin qui pousse à prendre des antibiotiques en disant « Mais comme ça, au moins, votre bébé, il est couvert. » La maman, elle dit
en fait, le gynécologue dit c'est vrai que votre travail va assez vite, et donc on risque d'avoir le temps de ne faire qu'une seule dose. Et la maman qui dit mais en fait, cette dose, elle va quand même aller jusqu'à mon bébé. Et la gynéco qui dit mais en fait, c'est ce qu'on veut. Alors que la maman, elle, ce qu'elle veut, c'est que son bébé soit préservé, que il soit pas touché par les antibiotiques si c'est pas nécessaire, parce que ça va perturber son microbiote, etc. Alors du coup, on a deux visions totalement différentes qui sont l'une en face de l'autre, mais en fait qui ne s'entendent pas. Il n'y a pas de compréhension d'un côté comme de l'autre. Alors j'essaye de parler un peu avec la gynéco en lui disant mais il n'y a pas d'infection là. Elle, je dis vous avez fait une prise de sang, il y avait quelque chose? Non, il n'y avait rien. Ok, le liquide, tout va bien? Oui, tout va bien. Elle n'a pas rompu depuis très longtemps. Bah quand même, je dis non, elle a rompu il y a 3h30, donc c'est pas il y a très longtemps, on peut la laisser tranquille, voilà. Alors ils ont été redemandés les accords à d'autres endroits, à d'autres instances encore plus élevées. Donc en fait c'est un discours de sourds. Donc en fait c'est un fonctionnement très protocolaire, et d'ailleurs c'est ce qu'ont dit cette sage-femme et ce gynécologue en disant bah le protocole c'est ça, donc on vous propose ça. Mais le protocole c'est bien, parce que ça évite de passer à côté de certaines choses j'imagine, mais d'oublier d'inclure le choix des patients au milieu de tout ça, ça n'a pas de sens. Un protocole ne fait pas office de loi, c'est pas une obligation, on peut en discuter, on peut parler. Je vous ai déjà parlé aussi de l'outil Brain pour prendre une décision en conscience. Eh bien, voilà, là on a oublié. Alors, ce qui marque, c'est finalement à quel point on a tellement l'habitude de manager les naissances que j'ai entendu vraiment cette sage-femme, une jeune sage-femme, poser des mots et poser des actes de manière habituelle. Donc elle prépare sa perfusion d'ocytocine en disant que c'est au cas où, puis au final, petit à petit, elle la met sur le pied à perfusion, puis elle branche la pompe, puis elle va brancher à la patiente en disant « Oh, je mets juste tout doux, hein, juste 6 millilitres comme ça, ça pourra juste aider au cas où la dynamique, ça ne va pas. » Voilà, elle a quand même branché. Et puis, il y a un moment donné où cette patiente me dit « C'est pas possible, en fait... Ces contractions, elles sont totalement différentes. J'ai l'impression qu'on me poignarde à chaque contraction. Et quand je regarde le monitoring, on voit vraiment que la forme de la contraction a totalement changé. Elle devient très très haute et très rapidement. Donc elle monte très haut et elle redescend très très vite. Donc quand elle me parle de coup de poignard, là quand je vois l'image, effectivement, je me dis, elle ne peut le ressentir que comme ça. Et elle le ressent malgré sa péridurale. Je tiens à le préciser quand même. Et donc là, à ce moment-là, je me retourne vers la pompe et en fait, je me rends compte que la sage-femme avait augmenté le taux, le dosage de l'ocytocine. Donc pareil, sans vraiment en parler, sans vraiment en discuter, mais voilà, comme ça. On a oublié finalement ce que le corps sait. On a oublié que la biodynamie, c'est pas un concept abstrait. C'est la position que les femmes peuvent prendre, c'est la chaleur de la pièce, c'est le moment où elles ferment les yeux. On a oublié qu'elle est mammifère. Alors oui, avec une péridurale, c'est beaucoup plus difficile. Je m'en suis rendu compte aussi quand la sage-femme me demandait dans quelle position est-ce que je mettais les patientes à ce stade-là du travail. Et là, je l'ai regardée et je lui ai dit mais moi, je mets jamais personne dans n'importe quelle position parce qu'en fait, à ce stade-là, elles n'ont toujours pas de péridurale chez moi. Donc en fait, elles bougent, ou alors si elles ne bougent pas, elle s'est mise dans une position où elle peut se déposer, se reposer entre les contractions, etc. Michel Audin, il dit que la femme qui accouche, elle a besoin de ne pas être observée, de ne pas être guidée, d'être libre de faire du bruit ou pas, d'être sur sa planète qu'elle a choisie, de pouvoir vraiment retourner vers son cerveau reptilien, archaïque, de déposer son néocortex. Alors je ne sais pas si vous l'avez déjà ressenti, en tant que patiente peut-être, en tant que sage-femme, en tant que gynécologue, mais je pense que c'est important de se rendre compte là quand... il y a quelque chose qui tourne par rond, que c'est pas ça, accompagner la vie. Je suis pas sûre que ce soit la faute des soignants en tant que tels. C'est pas un manque de bienveillance, c'est juste qu'on a été formé à surveiller, à contrôler, à protocoler. Et je pense que des voix comme celle de Michel Audin, les mots de Michel Audin, eh bien, ça redonne du sens. Il parle de cette voix de biodynamique, une voix sensible, respectueuse, animale, vivante. Une voix qui commence par regarder la naissance comme on regarde la terre. C'est pour ça qu'il fait ce lien entre l'agriculture et la naissance, avec l'amour, l'humilité, la conscience. C'est là que ça m'a frappée. Cette impasse, c'est pas juste celle des naissances en fait, c'est celle du système tout entier.
En fait, Michel Audin, quand il a su reconnaître les dérives de l'agriculture intensive, on a parlé de bio, de permaculture, de biodynamie, il nous manque le bio, la permaculture et la biodynamie dans la naissance. Dans le monde de la naissance, on en est encore à l'engrais synthétique. On en est encore à mettre cette ocytocine synthétique, comme on distille un petit peu des petites gouttes magiques. Hein, on va mettre de l'ocytocine pendant le travail, on va mettre de l'ocytocine quand le bébé va naître, au cas où. D'accord ? Dans un processus qui pourtant se passe très bien sans. En fait, j'ai envie de reprendre ce livre. J'ai eu envie de le reprendre et je suis tellement contente finalement parce que cet épisode que j'avais jamais osé enregistrer, le relire malgré ce que j'avais déjà préparé, je me suis dit il est temps que je le relise là, puis ça a tellement vibré par rapport à ce que j'ai vécu ces derniers jours dans cette salle de naissance avec ce couple. Je pense que c'est pas juste des mots sur du papier, sur un livre, c'est réel, c'est urgent en fait, c'est urgent de changer les choses. L'industrialisation de la naissance, ça suit exactement le même chemin que celle de l'agriculture. Et ce qu'il raconte dans ce livre, c'est qu'il reparle des grosses crises qu'on a pu avoir, comme la vache folle, comme la fièvre afteuse, etc. Parce qu'on a été dans des dérives qui ne vont pas de pair avec la vie, finalement. On a voulu rationaliser, on a voulu prévoir, on a voulu maîtriser jusqu'à oublier la vie. Et c'est ça qui m'a bouleversée en relisant le livre, c'est cette incroyable lucidité sur les dérives de notre époque. L'accouchement, c'est devenu une production. Les sages-femmes sont devenues des techniciennes, les femmes des patientes à protocole. Et dans cette logique-là, et en fait, on déclenche, on injecte, on contrôle. Comme dans un champ, on arrose de pesticides juste au cas où. On coupe trop tôt, on laisse plus le temps au cycle naturel de faire leur œuvre, etc. C'est plus la physiologie qu'on soutient. C'est une machine qu'on pilote. Et c'est ça que j'ai envie qu'on dénonce. Comme ce qui s'est passé à l'hôpital. Hein. Ce travail qui avance et qui progresse très bien, et d'ailleurs même la gynécologue le dit. Le travail est là, fort, intense, etc. Mais la sage-femme qui commence à préparer de l'ocytocine, je la prépare, je la branche pas. Puis elle la branche, puis elle monte la dose. Puis cette femme qui me dit « mais j'ai l'impression qu'on me poignarde ». Mais oui, parce que c'est pas la même chose. L'ocytocine de synthèse, c'est pas comme quand les femmes sécrètent leur propre ocytocine. Les contractions ont changé. C'est plus son rythme, c'est plus son accouchement, c'est l'ocytocine qui accouche à sa place. Et quand je demande pourquoi, la réponse est c'est pour éviter qu'avec la péridurale, les contractions s'espacent. Ou alors, quand elle parle de cette injection qu'ils font en injection veineuse directe juste après la naissance, c'est pour éviter les hémorragies. Comme ça, on évite les hémorragies. Prévenir, encore, anticiper. Mais surtout pas laisser les choses se dérouler comme elles doivent se dérouler. Michel Audin, il dit que on a cessé d'accompagner la physiologie pour la contrôler. L'ocytocine de synthèse, la péridurale, la césarienne à la carte, tout ça c'est devenu la norme alors que ce sont à la base des outils de secours. Cette idée que l'obstétrique à la base, elle est là pour les pathologies, pas pour les processus normaux, c'est une phrase qui m'a retournée parce qu'aujourd'hui, on soigne des naissances qui ne sont pas malades. On injecte des antibiotiques sur un frottis qui était négatif, mais juste un peu trop ancien. On dit même plus aux parents qu'ils ont le droit de refuser. On ne leur parle plus comme à des humains libres, mais comme des patients qui doivent se soumettre au protocole. Ce que Michel Audin il propose dans son livre, c'est pas un rêve ou une utopie irréaliste, il demande d'imaginer une mutation, une transformation. Il dit que ça va être lent, mais que c'est possible. Il parle d'attitude biodynamique, une posture plus profonde, plus ancrée dans la connaissance de la physiologie, mais aussi dans l'humilité de ne pas tout contrôler. Parce que être biodynamique, c'est se demander qu'est-ce que cette femme a besoin de ressentir pour accoucher ? Comment est-ce que je peux soutenir son système hormonal ? Comment est-ce que je peux réduire l'adrénaline dans la pièce ? Comment est-ce que je peux respecter le bébé, son microbiote, sa transition ? En fait, il donne des exemples simples et concrets dans ce livre. J'aime bien parce qu'il parle par exemple du fait de ne pas faire rentrer une femme trop tôt dans la piscine. Oui, il préconise la piscine, mais il dit pas trop tôt. Puis il dit aussi de ne pas planifier les naissances dans l'eau parce que sinon les femmes, elles restent dans l'eau juste parce qu'elles veulent y accoucher. Mais en fait, elles retardent parfois justement l'évolution du travail en voulant absolument rester dans l'eau. Il parle aussi des positions, il parle de à quel point on doit être discret quand on vient écouter le cœur du bébé, parce qu'à nouveau on doit respecter cette bulle dans laquelle cette femme se met. Il nous enseigne aussi que le mot soin dans les soins prénataux c'est trompeur.
Il parle de cet effet nocebo finalement, de la médicalisation de l'émotionnel. On standardise les corps, on remplit les esprits d'inquiétudes inutiles. Vous savez, toutes ces phrases comme vous êtes un peu anémié, votre hémoglobine diminue, vous n'avez pas pris d'acide folique, votre bébé est trop gros, votre bébé est trop petit, vous avez pris trop de poids. En fait, tout ça, c'est des motifs d'alerte. En fait, ça n'encourage pas, ça plombe l'ambiance. Et donc, ça met les femmes, les couples, dans un système adrénaline. En fait, on a oublié quelles sont les réponses physiologiques normales du corps à la grossesse, à le fait que le corps se prépare à l'accouchement. Oui, on interprète ça comme des problèmes. Je pense qu'on peut choisir d'incarner autre chose. Nous, les sages-femmes, les doulas, les femmes, les familles, je suis persuadée en fait que si on remet du sens, si on remet de la conscience, on peut arriver justement à changer la donne. Alors Michel Audin, dans son livre justement, il parle de la sage-femme authentique, il parle aussi de la place des doulas. Et il dit que en fait, ces femmes qui ont enfanté et qui ont expérimenté la naissance non médicalisée dans leurs propres hormones, ils parlent de ce cocktail hormonal de l'amour. Et il interpelle fortement en fait sur le fait que on vient tellement perturber la naissance, et de manière ancestrale, on a tellement perturbé les premiers contacts entre la mère et le bébé qu'en fait ce qu'on faisait c'était que les êtres humains étaient plus dans le combat, dans l'agressivité, etc. Et il dit que du coup on n'apprend pas le lien et l'amour. Et que si on est dans une société où on est chacun pour soi, puis qu'on ne prend pas soin de la terre, puis qu'en fait on ne prend pas soin les uns des autres, c'est beaucoup aussi parce que on a perturbé les naissances, puis on a perturbé les premiers moments avec les bébés. Alors, on a besoin de remettre du sens, on a besoin peut-être de désapprendre, nous, les soignants, que ce soit les gynécologues, que ce soit les sages-femmes, on a besoin de réapprendre ce qui est réellement la physiologie, quels sont les réels besoins des femmes et des couples qui enfantent. Et peut-être de s'éloigner justement de ces standards qu'on a eu l'habitude de mettre en place, parce qu'on voulait fonctionner à grande échelle. Mais à grande échelle, dans des centres hospitaliers où on fait 5000, 8000 naissances par an. C'est pas ça la naissance industrielle ? Bien sûr que si. On ferme les petites maternités pour en faire des grands centres, pour passer par de la naissance industrialisée. Alors, si tu as accouché, si tu t'apprêtes à le faire, si tu accompagnes les naissances, si tu questionnes le système, c'est pas un hasard si tu es ici et si tu écoutes encore cet épisode. Ce livre, Le fermier et l'accoucheur, je l'ai lu il y a des années. Et aujourd'hui, il me revient avec cette clarté bouleversante. C'est comme un fil rouge. Je n'avais pas encore tiré jusqu'au bout, parce que c'est chez lui que j'ai lu la première fois les mots de Sage-Femme authentique. Et finalement, je pense que c'était un cadeau de relire ce livre-là, puis de retomber sur ces parties du livre, et en fait, j'avais souligné Sage-Femme authentique. C'est pas juste une expression, c'est un choix de vie, une posture militante, un appel à désapprendre, à écouter autrement, à créer de l'espace pour le vivant. Si t'es sage-femme, eh bien, je vais bientôt lancer l'accompagnement sage-femme authentique pour qu'il y ait des sages-femmes authentiques partout. Pas que à domicile, pas que en maison de naissance, partout. Et puis si t'es étudiante, eh bien l'accompagnement sage-femme authentique en devenir commence ici, en septembre. Je te laisse en lien dans la description de l'épisode, le lien pour t'inscrire. J'ai hâte de commencer avec vous. Alors si tu ressens que quelque chose ne tourne pas rond, si tu veux parler de naissance autrement, si tu veux semer des graines de conscience autour de toi, partage cet épisode, lis ce livre. Tu peux venir en parler avec moi ensuite en message privé. Parle de biodynamie, remets du respect, de la confiance, de l'intuition dans les espaces de naissance où qu'ils soient. Merci à Michel Audin d'avoir porté ces mots. Merci à lui d'avoir changé cette vision dans l'obstétrique en France, en Europe et dans le monde entier. Merci à cette belle âme d'avoir éclairé nos chemins. Et je vous donne rendez-vous mercredi pour l'épisode de Questionner la sage-femme. D'ici là, portez-vous bien.